Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jimmy Perrault de Multiprêt Hypothèque et Shani Simoneau. Bienvenue aux trois côtés de la médaille. Donc, bonjour, aujourd'hui on est avec Jimmy Perrault, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Bonjour Jimmy. Salut. Ah oui, puis avec moi, Shani. En fait, nos idées aujourd'hui étaient de rencontrer Jimmy qui est depuis longtemps dans l'hypothèque pour voir un peu où le marché pouvait s'en aller, puis dans le fond, aller chercher son point de vue par rapport à ce qui se passait dans le marché en général, et puis son parcours, tout ça. Donc, vu que je connais Jimmy depuis, mon Dieu, relativement longtemps, on a choisi d'y aller avec lui. Parfait. Oui. OK, tu peux nous présenter, te présenter puis nous parler de ton parcours. Ben, dans le fond, j'ai commencé dans l'immobilier, dans le courtage hypothécaire, peut-être depuis en 98 à peu près. J'ai commencé avec la Banque nationale. J'étais démarcheur hypothécaire. Mais en fait, j'ai commencé comme analyse de crédit plutôt. Fait, dans le fond, j'étais dans les bureaux, puis les démarcheurs hypothécaires à l'époque, quand ils montaient leur dossier, ils les envoyaient au centre de crédit, puis moi, j'étais là pour analyser le crédit, puis dans le fond, dire oui ou non, le dossier passe plus. Je fais ça en même temps que j'allais au HEC. Puis je pense que j'ai fait ça peut-être pendant 2 ans, puis après ça, j'ai sauté à la clôture, puis j'étais allé comme démarcheur. Puis dans le fond, je savais un peu comment monter les dossiers, puis je dis ça peut être bon, je vais aller à cette heure chercher la business, puis je vais les envoyer au centre de crédit. Fait que c'est là que je suis tombé démarcheur hypothécaire. Un peu le même principe que maintenant je suis courtier, mais démarcheur, c'est que tu es employé de l'institution financière. Moi, c'est la Banque nationale, donc j'ai rencontré des clients, mais tous les financements, je les faisais par entremise de la Banque nationale. J'ai fait ça pendant peut-être 10 ans peut-être avec la Banque nationale. Puis après ça, finalement, je me suis pas convaincu, mais ça a été long avant que je fasse le move de partir vraiment plus à mon compte. Puis là, j'ai fait le transfert de courtier hypothécaire pas de courtier hypothécaire, mais de démarcheur hypothécaire à courtier hypothécaire. Je voulais avoir plus d'options pour mes clients, de ne pas être juste obligé d'envoyer tous mes dossiers avec la banque. J'aimerais ça avoir, quand je rencontrais un client, si ça ne marchait pas avec la banque, je savais que j'avais 10, 12 autres prêteurs. Fait que je trouvais que j'avais plus d'options. Puis j'ai peut-être le côté entrepreneur aussi que quand tu es courtier, c'est un peu plus ta business. Fait que j'aimais ça pouvoir bâtir quelque chose à long terme. Avec la banque, souvent, c'est des clients que tu vas chercher, ça devient des clients de la banque. Tandis que quand tu es courtier, c'est ta clientèle. Fait que tu peux la Ça retravailler. va rester ton monde, là. Exact, c'est ça. Fait que je peux les renouvellements, c'est moi qui va s'en occuper. Chose que je ne peux pas faire avec la Banque nationale. Puis là, ça fait j'ai commencé au départ avec Hypothéca. Ouais, j'ai peut-être fait un 6 mois avec eux autres. Puis après ça, j'ai fait le changement vers Multiprêt. Puis dès que je suis entré chez Multiprêt, j'ai décidé d'avoir une équipe. Fait qu'avec un associé, Fouad, on est parti en équipe. On était 3-4 au début. Puis ça a vraiment grossi rapidement. Puis on devrait être environ 60 là, dans les prochains mois. Actuellement, on est 50. Puis on est super belle équipe. Plein de jeunes courtiers. Tout le monde veut performer. Fait que c'est super le fun. Puis tout le monde s'entraide. Puis on a vraiment une belle synergie dans la gang. Oh, c'est bien. On est rendu là. Fait que dans le fond, tu ne reviendrais pas DDH, tu ne reviendrais pas directeur développement hypothécaire suite à ce move-là. Là. Non, pas. Puis de toute façon, je pense que je suis rendu à une étape où est-ce que, j'aime encore ça faire mes dossiers de financement, mais je pense que j'aime encore plus coacher, puis, prendre en charge les nouveaux courtiers. Puis c'est plus ça qui m'excite là, présentement, c'est vraiment de les voir performer. Puis des fois, surtout quand ils sont nouveaux dans le domaine, je trouve ça le fun que leur vie change, leur lifestyle va changer. Puis c'est quand même une bonne job. C'est une belle job qu'on a. C'est quand même, t'es libre, tu peux faire tes horaires. Fait que je trouve ça le fun de voir les nouveaux qui arrivent. Puis ils se font shit, c'est vraiment, je suis content d'avoir. Pas que tu m'aies convaincu, mais de m'avoir montré le courtage. Puis ils sont super contents. Puis j'aime ça faire ça. Excuse-moi. Mais c'est quoi les services que vous donnez aux clients par rapport à un courtier hypothécaire? C'est quoi que vous donnez comme service? Dans le fond, le courtier hypothécaire, c'est qu'on est un peu l'entremetteur entre le client puis l'institution financière. Dans le fond, le client vient nous voir, soit qu'il nous appelle pour connaître sa capacité d'emprunt. Donc, souvent, c'est pour faire une préqualification. Dans le fond, il
ils pensent, c'est un couple, ils pensent acheter une propriété, bon, ben, ils savent pas pantoute par où commencer. Ben, nous, on va faire une préqualification. Je vais prendre ses revenus, ses dépenses, puis je vais regarder avec lui. Demain, on va même faire un budget, mais tu sais, je vais dire, bon, ben, selon tes revenus, selon tes dépenses actuelles, ben, voici ce que tu peux acheter comme propriété. Fait qu'au moins, tu sais, ça le sécurise, puis il sait que, exemple, Guillaume, il s'en va te voir, mais toi, t'aimes ça avoir un client qui a une préqualification, parce que toi, tu perds pas ton temps non plus, parce que si le client t'arrive, hey, je veux acheter une maison, un penthouse à 800 000, mais le client, il n'a pas fait aucune démarche, ça ne tente pas de perdre ton temps puis faire des visites à tous les soirs. Là. En fait, ça va juste créer déception. Là, dans le fond, le client, lui, s'attend à ce que ça va fonctionner. Le courtier s'attend à ce que ça va fonctionner. Le vendeur s'attend à ce que ça va fonctionner. Puis au fin de l'histoire, il n'y a rien qui marche. Là. Fait que c'est un peu de la merde. Là. Fait que notre job, c'est de fournir un certificat de préqualification. Fait que moi, je vais m'assurer de vérifier ses revenus, j'ai vérifié sa mise de fonds, puis on a vérifié son bureau de crédit. Fait que là, au moins qu'on sait qu'à 97%, il n'y a rien qui va pouvoir faire planter le deal, là, à moins que la propriété qu'il achète est dégueulasse, là. Mais sinon, ça va passer. Exact. Fait que principalement, ça risque d'être le gage, le problème, ou l'assureur prêt s'il y a moins de 20%. Là, c'est ça. Quand on est rendu avec une préqualification avec laquelle tu as passé le client. Exact. Tu n'auras pas de surprise, le client non plus. Fait que ça, c'est une des choses qu'on fait quand même beaucoup, mais sinon, tout ce qui est achat, c'est sûr que de faire affaire avec le courtier, je trouve que ça donne plus d'options parce que, tu sais, des fois, le client, il peut être super bon, mais supposons sa banque, elle... le client ne rentre pas dans la boîte, comme je dis tout le temps. Là, ça se peut qu'il soit super bon, mais il ne rentre pas dans la boîte de sa banque. Fait que là, dans le fond, toi, comme courtier, tu perds ta vente. Le client, ben, il est déçu parce qu'il n'a pas eu son financement. Mais ça se peut que la banque d'à côté, le dossier était parfait pour eux. Fait que ça aurait fonctionné. Fait que, dans le fond, ma job, puis notre job au courtier, c'est de s'assurer que, quand on a le client, ben, on monte son dossier. Puis là, on le sait d'avance. OK, mais ça, je sais que ça va marcher à banque X, Y, Z. Ça ne marchera pas à l'autre. Fait qu'on est capable de t'envoyer directement à la bonne place. Puis, si, je sais pas, le dossier ne fonctionne pas avec une banque standard, mais on va peut-être t'envoyer dans un prêteur B. Fait qu'on a accès aux prêteurs B, on en a 4, on a accès à des privés. Fait que, on est capable vraiment de voir à long terme là, qu'est-ce qu'on fait avec le client. Dans le fond, tu as des options que tu n'avais pas avec la nationale à l'époque. Oui, beaucoup. Puis, des fois, mon client, il peut être super bon avec la Banque nationale, mais ça donnait qu'exemple, il y avait des propriétés à son bilan, puis là, la manière que la banque calculait les propriétés au bilan, c'était pas super avantageux versus l'autre banque à côté, mais c'est le même client, mais il passe pas avec une banque, il passe avec l'autre. Des fois, ils vont passer avec les deux banques, mais pas le même montant. Fait que c'est le fun d'avoir un courtier pour dire, ben, regarde, voici toutes les options, puis on va trouver une façon. Si dans le fond, le courtier ne trouve pas de façon, pas grand-chose d'autre à faire. Combien ça coûte travailler avec un courtier hypothécaire? Rien. Mais ça, c'est encore plus beau. Ça veut dire que, dans le fond, la personne te rencontre, a tes services gratuitement, t'es payé par qui, dans le fond? C'est la banque qui paye. Dans le fond, nous, on est payé un pourcentage sur le montant que tu vas emprunter. Puis, toutes les banques payent la même chose. Ça varie, mais c'est 10% de différence. Fait que, il n'y en a pas un avantage à dire hey, je vais t'envoyer mes clients à telle place parce qu'ils ne me payent pas. Non. Puis, les banques ne pourraient pas faire ça parce que sinon, on ne serait pas vraiment impartial. Notre job, c'est vraiment d'être, regarde, les banques nous payent toutes la même chose. Je vais trouver qu'est-ce qui va être bon pour toi. Pour le client, ça coûte 0. Les seules fois que des fois les clients vont parler de frais de courtage, c'est plus dans le commercial où est-ce que les banques, ben, ils ne payent pas tous le courtier commercial, fait qu'il va y avoir des frais de courtage, mais dans le résidentiel, il n'y a jamais aucun frais. C'est gratuit. Parfait. Mais avec un privé, est-ce qu'il peut y avoir des frais? Oui, sauf que c'est le prêteur privé qui va charger des frais. OK. Fait que souvent, les taux d'intérêt vont être plus élevés, les frais, les prêteurs privés, il n'y a rien vraiment. Ben oui, c'est encadré, mais autant qu'il y en a qui vont te charger 1% de frais, 2%, 3%, ça va être vraiment eux autres, ils vont dire, ils gèrent eux autres le risque. Fait que si ton dossier est vraiment pas bon, ben attends-toi à avoir des plus gros frais de dossier. Je comprends. Mais c'est tout le temps Puis le prêteur privé va rémunérer le courtier. OK. C'est intéressant. Côté préqualification, je sais que c'est par rapport au budget que dans le fond, les acheteurs se fient sur là-dessus pour le budget. Vous avez besoin de quoi pour monter la préqualification? Une préqualification, c'est assez simple. On va demander talon de paye, une lettre d'emploi, mais pas nécessairement. Si le talon de paye, on voit que c'est une grande compagnie, sur le talon de paye, je vois son nombre d'heures, je vois son taux horaire. Je ne vais pas lui demander qu'il me donne une lettre d'emploi. Si la lettre d'emploi, on va en avoir besoin juste quand il va faire un achat. Pour une précale, là, qui nous montre au moins que il travaille à telle place. Ouais. Mais si, par exemple, j'ai un talon de paye qui a l'air d'être fait avec un petit logiciel comptable, là, on va demander vraiment d'avoir, donne-moi ton T4 de l'année passée au moins pour voir
Si tu me dis que cette année, tu fais, tu fais 50 000 par année, puis ton talon de paye est comme, il est pas clair, on est rendu au mois d'octobre, puis tu as un cumulatif à 20 000, ben, je dois vouloir voir ton ticket de l'année passée, voir, as-tu fait 40 000 pour pas que... Parce que souvent, les clients, là, tu leur donnes combien vous faites par année, il va te dire le montant que lui, il pense faire l'année prochaine. Non, je veux savoir comment vraiment tu fais là, parce que... Puis, de plus en plus, il y a des jobs avec des commissions. Ouais, des bonus. Fait que, ça, c'est dur parce que des fois, les clients, ils viennent de commencer. Par exemple, il y a un job à commission, mais les banques, il faut que ça fasse au moins 2 ans que dès que tu as un revenu variable et que tu veux considérer dans ton revenu les commissions, les bonus, il faut que ça fasse 2 ans. Okay. Fait que, je vais le poser la question au client, tu fais quoi dans la vie? S'il me dit, je suis salarié, OK, je me casse pas la tête, donne-moi un talon de paye puis ton T4. Mais s'il dit, ouais, je vends des autos dans un concessionnaire. Je suis salarié à commission. Exact. Là, je veux voir 2 ans parce que je veux être sûr de mettre le bon revenu. Fait que, on va checker les revenus avec un talon de paye, puis la mise de fonds. S'il me dit ma mise de fonds, j'ai 25 000 de mise de fonds, c'est dans mes épargnes, je vais juste lui demander un screenshot de son compte de banque. Mais je vais te dire, il faut que tu me le prouves. Quand tu vas trouver une propriété, prouve-moi que ça fait 90 jours que tu l'as. Parce que les banques vont tout le temps demander que tu as les fonds pendant 3 mois. Ouais. Puis c'est juste qu'on a demandé pour une précale, puis on va y faire signer un consentement pour qu'on puisse sortir son bureau de crédit Equifax. C'est sûr qu'il n'y a pas de fait que surprise, systématiquement, vous sortez le bureau de crédit. Hein. Tout le temps, oui. Il y a une espèce de mythe là, des dernières années là, que j'entendais toujours dans le marché que les courtiers hypothécaires ne sortaient pas le bureau de crédit pour les préqualifications. Je trouvais ça un petit peu bizarre et ridicule parce que dans le fond, c'est comme sa moitié de la job qui n'est pas faite. Fait que il peut être capable de démontrer qu'il y a de l'argent, mais s'il n'est pas capable de payer son cellulaire à tous les mois de façon ordonnée, ça ne passera jamais. Puis pourtant, quand je faisais affaire avec des courtiers, ça fonctionnait toujours bien, tu sais. Fait que c'était plus, je sais pas, c'était peut-être un mythe où il essayait d'envoyer, tu sais. Moi-même, là, beaucoup de fois, j'ai fait c'est pas une préqualification, une pré-autorisation. Ça, c'est les clients qui t'appellent, disent, regarde, je fais 50 000 par année, combien je peux emprunter? Ben là, on regarde rien, tu me dis que tu faisais 50 000 par année, je vais le mettre dans mon système, je vais te calculer les ratios, puis je vais dire, OK, tu peux emprunter tant. Mais si le client me dit, donne-moi un document parce que je veux aller magasiner avec mon courtier, je dis non, tu sais. Là, on va le sortir le bureau de crédit parce que, des fois, le client, justement, comme tu dis, les comptes de cellulaire, souvent les clients, ils pensent, ça apparaît pas nulle part. Mais tu sais, depuis 5-6 ans, ton TELUS, ton Vidéotron... s'il est payé en retard, ça apparaît. Ça apparaît. Fait que tu dis, c'est pas grave, c'est juste mon téléphone. Ouais, c'est pas grave, ton sort de crédit, t'as 600, là. On peut pas rien faire. Ouais, je comprends. Fait que moi, je vais le sortir tout le temps pour être sûr que... Il n'y a personne qui perd son temps, puis toi, tu vas être en maudit. Si je t'envoie je te fais une lettre avec mon nom dessus pour 600 000, puis là, ça fait 20 fois que tu magasines, que tu visites des maisons, tu m'envoies le contrat, puis je te dis, excuse-moi, Guillaume, mais ton client, il y a 500 de bureau de crédit. Ça veut dire, tu n'aurais pas pu checker. Non, c'est clair. Dans le fond, dans ta job, principalement, on entend souvent parler ABD, ATD. Es-tu capable de nous faire une petite définition simple pour une explication là, pour... Oui, dans le fond, il y a 2 ratios que les banques vont regarder, ABD, ATD. ABD, dans le fond, ils vont regarder toutes les dépenses sont reliées avec la propriété. Dans le fond, ta nouvelle hypothèque, tes taxes municipales scolaires, les frais de chauffage. Souvent, les 3-4 affaires qu'ils vont regarder. L'ABD, c'est un ratio, toutes ces dépenses-là versus ton revenu brut. Okay, fait que ça, la norme, c'est pas mal... Le plus haut que tu peux aller dans l'ABD, avec une banque standard, on fait une moyenne, c'est 39 %. Ça veut dire que il ne faut pas que ta nouvelle hypothèque, avec le taux de qualification, parce qu'oublie pas, dans le fond, les banques, même si ton taux est 5 % ils vont te qualifier plus 2 % de ça. Dans le fond, nous, il faut qu'on te qualifie avec 7 %. Okay, fait que tous les ratios sont calculés avec taux du client plus 2. Fait que si on revient à l'ABD, ils vont te calculer c'est quoi l'hypothèque avec un taux plus 2, c'est quoi les taxes, chauffage, puis il ne faut pas que ça dépasse 39 % de ton brut. L'autre ratio, l'ATD, c'est tu prends la BD, mais tu rajoutes les autres dettes du client. Fait que son auto, ses cartes de crédit, toutes les autres dettes. En paiement mensuel. En paiement mensuel. Fait que ça soit une location auto ou un prêt auto, on s'en fout, c'est combien ça te coûte par mois. Je comprends. Fait qu'il ne faut pas que toutes tes dépenses dépassent 44 % de ton revenu brut. Fait que dans le fond, si certains prêteurs permettent d'aller jusqu'à 39 % sur la BD, puis la TD 44, ça laisse pas énormément de marge aux cartes de crédit, puis aux bateaux, motos. Non, la Ferrari à 4000, ça bosse les ratios. C'est clair. Tu sais, est-ce que
J'entends souvent parler, dans le fond, c'est plus ma fille qui m'est arrivée avec ça, là, qu'il y avait des jeunes qui disaient, tu sais, moi, j'ai aucune dette. Est-ce que c'est face à un prêteur, c'est intéressant? Est-ce que c'est mieux de pas avoir peu de crédit versus quelqu'un qui en a puis qui le gère? Ou, tu sais, la vision du prêteur face à ça, comment ça se situe? Là? C'est sûr qu'ils vont aimer voir que tu as quand même du crédit actif. Parce que, tu sais, d'avoir une carte de crédit avec une limite de 500, ça prouve pas à aucune banque que tu gères bien ton crédit, tu sais. Parce que c'est facile, tu as une carte de 500. Fait qu'il aime mieux les prêteurs voir que tu as quand même du crédit d'autorisé. Fait que t'es mieux d'avoir des super de grosses limites, mais des petits soldes, ça paraît bien. Dans le fond, c'est tes soldes qui sont importants. Mais tu sais, un client qui a une seule carte, ça peut être dur. Mais tu sais, s'il voit que tu as 3-4 cartes de crédit, puis sont toutes super bien gérées. Est-ce que dans le temps, il prenait ta limite autorisée puis il te faisait pour la TD, là, il n'y avait pas un pourcentage qui était par rapport à la limite autorisée et non le solde des 3-4 derniers mois? En tout cas, depuis les 15 dernières années, non, ça a tout le temps été basé sur le solde. OK. Puis ils ont tout le temps pris 3% du solde pour te faire un paiement. Dans le fond, le client, il y a un solde de 10 000, que ce soit sur une carte de crédit ou une marge de crédit, la banque prend 3% de ça puis elle fait un paiement. Dans le fond, si tu dois 10 000, elle considère 300 pièces par mois. Mais là, ça commence à pas mal tout aller vers du 5%. Ouais, là, avec les changements de normes. Là, c'est ça. Fait que maintenant, tu sais, tout ce qui est crédit rotatif, c'est les cartes de crédit, les marges de crédit, mais ils vont prendre 5% de ton solde puis on fait un paiement avec ça. Fait que tu sais, le client qui a, j'exagère, mais il y a 100 000 en limite, mais qui doit rien, on considère rien par mois. Je comprends. Mais du jour au lendemain, il peut aller se loader, puis la prochaine exact. Acquisition, ça va créer le problème. Ou, tu sais, dans le fond, le client, des fois, tu sais, je le dis souvent, on donne une approbation à un client parce que les ratios sont flush, sont corrects. Mais tu sais, la banque, quand elle donne une lettre d'approbation, là, c'est écrit en petit, là, qui se réserve le droit, tu sais, de regarder ton dossier encore. Puis s'il y a un changement à ton crédit, ils ont le droit de changer d'idée, tu sais, puis combien il y a de clients qu'on leur donne une approbation. Les fameux meubles ou les fameux autos avant d'aller chez le notaire. Ouais. On n'est pas t'inquiète approuvé, fait que let's go bébé, on s'en va chez Bro et Martineau, puis on s'équipe en neuf, puis ça coûte 800 par mois. Ouais. Si dans le fond, là, on fait approuver ton dossier en janvier, puis que tu passes en juillet, là, la banque, elle va le checker ton bureau de crédit 3 mois avant. Hein, puis ça va un nouveau prêt de 800, puis ça ne marche plus, on va faire faut se démerder, c'est ça. Puis là, c'est maman, papa qu'il faut qu'on mette comme co-emprunteur ou que, tu sais... Puis c'est la panique parce que souvent on s'en rend compte 2 semaines avant le notaire. C'est tout le temps ça, en fait. Là. Exact. Ouais, ils ont eu une petite idée puis ils ont passé chez le dealer chercher un nouveau char. C'est ça. Puis le paiement, là, maintenant, ça va être un char électrique. Je vais sauver du gaz. Ben oui, mais le paiement est 2 fois l'autre paiement. Fait que, tu sais, vous le calculez pas l'essence, vous. Fait que ça n'a pas nécessairement d'importance. Là. C'est ça, parce que tout ce qui apparaît pas au bureau de crédit, la banque le considère pas en tant que tel. C'est pour ça que des fois, souvent, je dis aux clients, tu sais, fais attention, si ton ratio d'endettement, on est à 43, là, tu sais, t'es-tu à l'aise? Tu sais, le but, c'est pas d'être qualifié, c'est le but d'être à l'aise avec ton paiement. Tu sais, le client qui est à 43, tu écoute, sais-tu combien ça va te coûter? Tu sais? Puis moi, j'ai pas considéré, là, ton épicerie, tes voyages, ta bouffe au restaurant, les garderies avec les enfants, les activités des enfants. Tu sais, si t'es à 43% de ton revenu brut, sans tout ça, imagine combien qu'on est de pourcentage de ton net. On est peut-être à 90% de ton net, là. Fait que, tu sais... Il reste pas beaucoup de marge. Mais le jeune client qui est en début de carrière, puis on sait que son revenu va doubler, c'est moins grave. Mais tu sais, tu prends quelqu'un qui est en fin de carrière, tu l'accotes au max, ses revenus peuvent juste aller à la baisse, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on va regarder, tu sais, un client à 43, on va dire, écoute, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, là. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Ouais, c'est que dans le fond, ta maison va devenir une prison. Hein. Mais ça va devenir un peu l'enfer. À moyen, court terme et long terme, là, comment tu vois le changement, dans le fond, des taux d'intérêt, là, le fait, le changement du taux directeur qui a augmenté récemment, est-ce que tu vois vraiment au niveau de ta clientèle, tu sais, évidemment un changement de qualification parce que le taux de qualif augmente aussi, fait que tôt ou tard, ça finit. C'est des vases communicants, là. Mais comment eux réagissent, puis comment toi, tu vois ça avec eux? Ben, tu sais, il est sûr que les taux qui ont augmenté, ça a fait en sorte que les montants qu'on pouvait préqualifier il y a 8 mois, tu sais, le client qui qualifiait pour 500 000 il y a 8 mois est peut-être à 425 maintenant, juste à cause du taux de qualification qui a augmenté. Fait que ça fait une grosse différence sur le montant d'emprunt, là. Puis les clients ont peur aussi, tu sais, avant, tout le monde voulait avoir du variable parce que ça a toujours été la meilleure chose à faire depuis toujours, le variable, tu sais. Puis
Puis tout le temps, c'est mathématique. Si à long terme, tu restes sur la courbe du plus bas taux, tu peux pas te tromper. Mais là, présentement, quelqu'un qui a signé un variable il y a 1 an, va dire, ta courbe du plus bas taux, là, mais... Il aurait pu avoir un 5 ans à 2%, puis en bas de ça, en bas de ça, puis là, finalement, il est rendu à 5. Là. Exact. Ouais. Mais, l'affaire, c'est que là, mettons, le client qui était, justement, il était à taux variable, puis là, il était en maudit, son renouvellement va arriver dans 5 ans, il va dire, je suis tanné de taux variable, je vais aller me prendre un taux fixe. À un moment donné, les taux vont arrêter de monter. Mais si le taux variable augmente, le taux fixe aussi a augmenté. Fait que dans 5 ans, quand tu vas renouveler, tu vas prendre un gros taux fixe au lieu de ton variable qui est toujours plus bas. Mais si les taux restent pareils, ben, comme là, tu vas payer plus cher pendant 50 ans. Fait que, si à long terme, tu gardes toujours la courbe du plus bas taux, tu peux pas te tromper. Sauf qu'il faut que tu sois prête que, comme là, c'est extrême. On n'avait jamais vu autant de hausse de taux là, en si court terme. Aussi rapidement. Aussi rapidement, c'est ça. Ouais. C'est, dans le fond, là, c'est quoi le chiffre? Tu sais, moi, dans l'immobilier, je le vois, là, le retour clientèle, là, on est habituellement entre 5 et 7. C'était 7 ans, puis là, c'est un petit peu plus rapide. Là. C'est-à-dire que les besoins du client changent, fait qu'on les revoit revenir. Fait que, tu sais, ça fait 21 ans, fait que j'ai des gens que j'ai vus 3 fois dans mon cycle. Là, tu sais. Vous autres, en hypothèque, ça revient à peu près... Tu sais, évidemment, ça reviendra au renouvellement, mais c'est pas nécessairement le renouvellement qui fait qu'ils n'ont pas d'intérêt à hypothéquer pour... rénover une cuisine, s'acheter quelque chose, continuer d'un investissement. C'est quoi le ratio, on dirait le taux de revient le plus habituel? Il y avait une vieille stat à un moment donné de la SCHL qui disait que je pense les premiers acheteurs gardaient l'hypothèque après 3,7 années. OK. Fait que, souvent, le monde prenait des taux 5 ans, puis la moyenne disait qu'il gardait 3,7. Fait que t'imagines le monde payait des pénalités tout le temps. Puis dernièrement, on a eu beaucoup de monde qui ont refinancé parce que les prix des maisons ont super gros augmenté, fait qu'ils voulaient aller chercher l'équité. Puis en plus, les taux d'intérêt étaient super bas, fait que ça valait la peine. Tu disais, je vais investir avec cet argent-là, je vais payer des dettes. Ils pouvaient emprunter du 5 ans à 1 point quelque. De monnaie 50 000 à 1%, puis je vais aller le placer sur les marchés. Là, on risque d'avoir moins de refinancement. Fait que sinon, c'est pas mal à chaque fin de terme qu'on s'occupe des clients. Mais moi aussi, en 15-18 ans, souvent les clients, je vais les voir 2, 3, 4 fois. Là. Est-ce que tu penses que, vu que les taux ont augmenté énormément rapidement, qu'on va avoir, dans la fin des années 80, je pense plus en 90, là, les assumations d'hypothèque, qu'on va revenir avec des transactions que pour l'acheteur, il va avoir un intérêt marqué à reprendre l'hypothèque du vendeur, quitte à laisser une balance de vente puis trouver une autre stratégie au niveau de la transaction. Tu penses qu'on va commencer à en revoir? Ben, balance de vente, non, parce que dans le fond, dans le résidentiel, c'est pas permis de faire ça. Mais assumation, on commence à entendre le mot, ça revient. Parce que pas dans le temps, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait l'en faire parce que ça se pouvait que ton vendeur avait un meilleur taux que toi présentement. Mais là, depuis 5 ans, c'était impossible. Les taux étaient tellement bas que tu ne voulais pas l'hypothèque du vendeur parce que ton taux à toi était plus bas. Là, maintenant, c'est l'inverse. Ça vaut la peine d'acheter la maison de quelqu'un qui a pris son hypothèque il y a 3 ans à 1 point que tu veux l'avoir. Il faut juste faire vraiment attention avec les assumations parce que ça a l'air bien beau de même, mais le vendeur reste quand même propriétaire de la dette. Quel vendeur va vouloir encore être responsable de, je te vends ma maison, ben si toi, demain matin, tu arrêtes de la payer, moi, il faut que je la paye. C'est comme si cautionnait le prêt, dans le fond. Exact, parce qu'il n'y a pas de quittance. Fait qu'on transfère l'acte de prêt, mais il n'y a pas de quittance. Fait que je suis encore responsable de ton hypothèque, puis même quand ton terme va être fini, puis tu vas renouveler ton hypothèque, je suis encore responsable. Et si tu renouvelles ton hypothèque dans 2 ans à 8%, ben moi, je suis encore responsable de ta dette à 8%. Puis après ça, si toi, tu vends la maison à quelqu'un d'autre avec une autre assumation, ben moi puis toi, on est responsable de l'autre dette. OK. Fait que il y a quand même un document que tu peux demander au prêteur qui va te libérer, mais c'est pas si facile que ça à avoir ce document-là, t'sais. Fait que oui, en théorie, c'est une belle théorie, l'assumation de le prendre, mais en pratique, il faut vraiment que le prêteur accepte de te libérer comme vendeur d'obligations. OK. Dans le fond, quel serait l'avantage de changer de prêteur à un renouvellement? Ce n'est-tu toujours que par le taux? Parce que le taux, j'ai un meilleur taux chez un prêteur, fait qu'au renouvellement d'hypothèque, on switch, ou des fois, c'est pour d'autres idées, d'autres... Ben, je dirais à 80%, c'est le taux. Après ça, ça va être selon les besoins du client. Le client qui disait, moi, je sais que dans les 5 prochaines années, je vais avoir du cash qui va rentrer, je vais avoir un prêteur qui me permet de rembourser 20% du capital à chaque année au lieu du 10%. Ben oui, ça pourrait être un argument de plus pour changer. Mais en principe, les gens vont changer pour le taux. Parce que quand ton terme
vient à échéance, tu n'as plus d'engagement. Fait que dans le fond, tu choisis c'est où le meilleur deal. Puis avec tous les prêteurs virtuels maintenant, les transferts d'hypothèque, ils les font puis ça coûte rien. Fait que, pour le client, là, c'est rendu gratuit, changer au renouvellement. Tu n'as même plus de frais de notaire à payer. Fait que, tu peux sauver juste 70$ par mois. Ben, c'est 70$ par mois, mais ça ne t'a rien coûté de transaction à part de refouiller dans tes boîtes de papier pour trouver tes T4. Et à la fin, est-ce que ça va lui rajouter une quittance? Est-ce que vu que c'est la même hypothèque, dans le fond, c'est la même hypothèque qui reste, c'est juste qu'il change de prêteur. Exact. Je me trouve pas avoir de quittance. Il y a des prêteurs que oui, c'est un peu plus complexe, mais supposons tu es actuellement avec un prêteur puis tu as une marge de crédit hypothécaire, oui, il va falloir qu'il quittance pour recommencer une vague de prêt. Il y a des places qui vont faire juste une subrogation, ils vont prendre ton hypothèque, ils vont l'amener ailleurs. Okay. Pas besoin d'avoir de quittance, ils vont subroger le prêt. Fait que ça dépend, mais nous, on le sait, quand il y a un client qui veut changer de place, moi, je vais aller sur l'index aux immeubles, je vais sortir ton acte de prêt, je vais le faire vérifier, voir si ton acte est subrogeable ou non. Puis s'il est subrogeable, tant mieux, t'as pas rien à faire. S'il est non subrogeable, il va y avoir une quittance. Puis si ça arrive, moi, je vais t'envoyer vers un prêteur que je sais qu'ils vont payer les frais de quittance, ils vont tout payer. Je comprends. Ben, merci Jimmy. En fait, la suite sera la semaine prochaine.